Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien content de pouvoir venir présenter sur le cancer de la prostate ce soir. C'est ça, on va commencer. Ça, c'est un plan là, pour la présentation aujourd'hui. Donc, on va parler un petit peu de diagnostic, dépistage génétique. On va parler de la classification du cancer de la prostate, de même que le traitement. Donc, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est un homme sur 7 qui va être atteint du cancer de la prostate durant sa vie. Et il y a un homme sur 30 qui va en décéder. Un homme a plus de chances de décéder avec le cancer de la prostate que de décéder du cancer de la prostate. C'est le troisième au niveau de la mortalité en général chez l'homme. Le taux d'incidence et de mortalité varie selon plusieurs facteurs, dont la géographie et la race. Au niveau de la géographie, il y a des bonnes différences. Si on regarde en Chine, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord, ils ont jusqu'à 100 fois moins de risque d'avoir le cancer de la prostate. Au niveau de la race, c'est les Afro-Américains, donc les gens de race noire d'Amérique du Nord, qui sont le plus à risque pour le cancer de la prostate. En ce qui concerne le diagnostic en tant que tel, eh bien, les modalités diagnostiques, dans un premier temps, il y a le toucher rectal. C'est le toucher qui est fait au niveau du rectum pour aller palper la prostate. On est à la recherche d'un nodule ou d'une induration. Et puis, c'est vraiment la zone périphérique de la prostate qu'on va aller palper à ce moment-là. Par la suite, l'autre modalité, eh bien, il y a le test sérique, la prise de sang, l'APS, l'antigène prostatique spécifique. Les valeurs normales varient selon l'âge. Donc, si on regarde dans le groupe entre 40 et 50 ans, on accepte juste une valeur jusqu'à 2. Puis le groupe entre 70 et 80, on accepte jusqu'à 6. Donc, ça varie progressivement selon l'âge. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une valeur augmentée de l'APS, donc de la prise de sang, ça ne veut pas nécessairement dire cancer. C'est juste un signal d'alarme qui nous dit qu'il faut procéder à l'étape suivante, qui est la biopsie de la prostate. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte d'augmenter la valeur de l'APS, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a un homme sur 2 au-dessus de 50 ans qui a une hypertrophie bénigne de la prostate. L'infection, une inflammation de la prostate ou une manipulation urologique, là, comme l'installation d'une sonde ou des biopsies de la prostate. Donc, lorsqu'il y a une anomalie, soit au toucher rectal ou à l'APS, on procède à la prochaine étape, qui sont les biopsies prostatiques. Donc, pour faire les biopsies, on utilise une sonde d'échographie transrectale. Donc, comme on voit là sur l'image ici, malheureusement pour les hommes, c'est une sonde transrectale qui est insérée au niveau transrectal. Et puis, on va aller geler la prostate. On va faire une douzaine de prélèvements. Et par la suite, donc, ça va être analysé au microscope par un pathologiste. Donc, après l'analyse au microscope, c'est là qu'ils vont dire s'il y a un cancer ou non et le niveau de risque du cancer. Il y a d'autres imageries qui peuvent être effectuées, comme un CT scan abdominal et pelvien et une scintigraphie osseuse, surtout pour voir s'il y a présence de métastases. En ce qui concerne l'IRM, un IRM peut être effectué quand on veut voir s'il y a un envahissement loco-régional, donc s'il y a du cancer qui s'est propagé juste au pourtour de la prostate. Mais règle générale, on s'en tient aux biopsies de la prostate. Si on regarde pour le CT scan et la scintigraphie osseuse, c'est uniquement pour les cancers de la prostate de haut risque. Donc, on va parler plus tard de la classification. Donc, le prochain sujet, c'est le dépistage. Le dépistage du cancer de la prostate se fait de deux façons, donc avec la prise de sang, l'APS et le toucher rectal. Donc, comme dans bien des domaines, c'est un sujet de controverse, le dépistage, puis particulièrement dans le cas là, du cancer de la prostate. Puis ça vient surtout de deux études principales qui sont sorties en 2009. Donc, si on regarde les études, dans un premier temps, il y a l'étude de PLCO pour Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer. Donc, c'était une étude qui portait sur plusieurs cancers en même temps, dont le cancer de la prostate. C'est une étude américaine qui a été publiée dans le New England Journal. Et puis, cette étude-là était négative. Donc, c'était une étude d'un côté, il y avait un groupe qui avait le dépistage, puis l'autre qui n'était pas censé avoir de dépistage, qui n'avait pas de dépistage. Puis, on a vu qu'il n'y avait pas d'avantage nécessairement au dépistage dans cette étude-là. Mais quand on a relu l'étude, qu'on a analysé et tout ça, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs biais qui faisaient en sorte que l'étude avait un peu moins de crédibilité. Si on regarde le groupe contrôle qui n'était pas censé avoir de dépistage, on s'est rendu compte qu'au-delà de 50 % des gens avaient déjà eu le dépistage avant d'entrer dans l'étude.
Puis, il y a au-delà de 50 des gens qui ont eu le dépistage pendant qu'ils étaient dans l'étude, donc ça a faussé les résultats de l'étude. Donc, c'est ça pour les biais pour cette étude-là. On regarde l'autre étude, qui est l'étude européenne. On l'appelle ERSPC, donc pour le screening pour le cancer de la prostate. Eh bien, cette étude-là, à l'opposé de la précédente, était positive. Donc, on a vu qu'il y avait une diminution de 20 du risque de décès du cancer de la prostate dans cette étude-là. Eh bien, c'est une étude qui est en général plus solide. Donc, il y avait plus de patients qui étaient dans cette étude-là, puis la méthodologie était plus rigoureuse. Puis, en général, c'est la communauté des urologues, c'est cette étude-là qu'on utilise. Si on regarde les lignes directrices, il y a l'Association américaine d'urologie, qui est une association, une des plus influentes dans notre domaine, qui a émis les lignes directrices pour le dépistage. Si on regarde les hommes entre 55 et 69 ans, on recommande d'avoir une discussion libre et éclairée avec le patient pour prendre la décision à savoir si on va procéder au dépistage. Donc, ça reste une discussion à avoir avec le patient. Ce n'est pas une recommandation de dépistage mur à mur là, chez tous les patients. Puis, on parle que le plus grand bénéfice du dépistage se situe dans ce groupe d'âge-là, donc entre 55 et 69 ans. Si on regarde l'étude européenne dont je viens de parler, c'était le groupe d'âge qui était en question, donc c'est entre 55 et 69 ans. Dans l'étude européenne, c'était à l'aide de l'APS, la prise de sang, et le toucher rectal. L'APS était fait aux 4 ans dans cette étude-là. Pour les hommes de moins de 55 ans, on ne recommande pas de faire le dépistage, excepté s'il y a certains facteurs de risque, dont les mutations génétiques BRCA, dont on va parler plus tard. Les hommes au-dessus de 70 ans, on ne recommande pas, excepté dans certaines situations, quelqu'un qui est particulièrement en santé avec une expérience de vie au-delà de 10 ans. Donc, un petit mot sur la génétique, qui est possiblement quelque chose qui vous intéresse particulièrement ce soir. Donc, pour le cancer de la prostate, il y a 3 phénotypes. Donc, il y a la forme sporadique, donc un cancer de la prostate qui se produit comme ça, là, sans aucun antécédent familial de cancer de la prostate dans la famille. Puis, c'est la vaste majorité des cas, donc dans 85 des cas. Sinon, les autres formes, il y a la forme familiale, il y a la forme héréditaire. Pour la forme héréditaire, c'est à suspecter lorsque, dans une famille, il y a plus de 3 membres qui sont diagnostiqués avec un cancer de la prostate. Lorsqu'il y a du cancer dans 3 générations successives ou lorsqu'il y a 2 membres de la famille qui sont diagnostiqués avant l'âge de 55 ans. Donc, il faut suspecter une anomalie héréditaire à ce niveau-là. Les gènes identifiés présentement, bien, il y a le gène BRCA. Il y a aussi d'autres gènes comme le HPC, Hereditary Prostate Cancer. Donc, on va parler un petit peu du gène BRCA. C'est quand même uniquement 2 de tous les cas de cancer de la prostate, donc ce n'est pas un chiffre qui est très élevé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur la mutation génétique BRCA dans le cancer de la prostate. En fait, dans notre textbook, là, qui a 4000 pages d'urologie, il doit y avoir peut-être une page là-dessus. Mais somme toute, il y a des études qui ont été publiées récemment, dont on va parler dans les prochaines diapositives. Donc, on a vu que depuis les années 70, il y a quand même un lien familial qui a été noté entre le cancer de la prostate et le cancer du sein. Si on regarde chaque type, donc dans le cas de BRCA1, bien, les études sont quand même un petit peu plus controversées pour le BRCA1, mais on parle, somme toute, d'un risque qui est augmenté, qui serait augmenté possiblement du double pour un risque cumulatif à 80 ans qui toucherait aux alentours de 30 Pour le BRCA2, eh bien, le risque est plus net à ce niveau-là. On parle d'un risque qui est augmenté possiblement jusqu'à 5 à 7 fois. Puis il y a une association qui a été notée avec un diagnostic plus précoce puis un cancer qui serait plus agressif. On va en parler là, avec des études à l'appui dans les diapositives qui s'en viennent. Mais en général, malheureusement, là, comme je vous disais, il y a somme toute peu de données. Donc, si on regarde les études récentes, on voit que ça a été publié en 2014 par Bancroft. C'est une étude qui est faite particulièrement sur le dépistage du cancer de la prostate, mais chez les gens porteurs de la mutation génétique BRCA, que ce soit type 1 ou type 2. Puis, les résultats préliminaires à 1 an qui ont été publiés l'année dernière, puis on voit déjà qu'il y a un taux de détection là, qui est augmenté, puis un niveau de risque augmenté pour le BRCA2. Donc, on parle de détection, un taux qui est le double par rapport à la population générale en ce qui concerne le dépistage, puis le niveau de risque augmenté, donc il y a plus de cas de risque intermédiaire ou élevé que dans la population générale.
Il y a Castro, donc tout récemment, il y a 2 mois, en 2015, qui a publié une étude sur les gens qui sont porteurs de la mutation génétique et qui subissent, qui ont un traitement local, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie. Puis, ils ont découvert que le pronostic était moins bon que dans la population générale pour les gens qui sont porteurs de la mutation génétique BRCA. Donc, ça nous amène aux recommandations. Il y a Bratt qui a publié également au mois d'août en 2015 certaines recommandations, particulièrement pour les gens porteurs des mutations. Pour le BRCA1, donc, étant donné que le risque est un peu moins net, on parle d'informer la patiente sur la possibilité d'un dépistage. Donc, on lui parle de la possibilité de faire un dépistage à partir de 40 ans. Donc, la population générale, on parle entre 55 et 69 ans. Donc, pour le BRCA1, on peut offrir la possibilité d'un dépistage à partir de 40 ans. Pour le BRCA2, on recommande donc de commencer le dépistage à partir de 40 ans. Puis, on mentionne que l'intervalle devrait être plus rapproché, donc possiblement aux années ou aux 2 ans là, pour le dosage de l'APS et le toucher rectal. Puis que le niveau de normalité de l'APS devrait possiblement être plus bas que dans la population générale. Donc, exemple, dans le groupe d'âge entre 40 et 50 ans, utiliser un niveau qui est un peu plus bas que la normale qui est 2. Puis lorsqu'il y a un diagnostic du cancer de la prostate chez les gens qui sont porteurs de la mutation BRCA, on dit qu'on devrait procéder à un traitement à ce moment-là. Donc, on devrait laisser tomber l'option de la surveillance active. On va revenir plus tard sur les traitements. Donc, on devrait plus y aller à un traitement, que ce soit la chirurgie ou radiothérapie. Donc, possiblement éviter la surveillance active. S'il y a des métastases, eh bien, le traitement systémique serait différent du traitement conventionnel, étant donné que les gens porteurs de la mutation BRCA vont avoir un cancer qui peut répondre différemment à d'autres formes de chimiothérapie que le cancer de la prostate usuel. Si on regarde d'autres recommandations par une agence américaine importante, le NCCN, le National Cancer Network, c'est similaire les recommandations. Donc, on mentionne que le dépistage est à considérer pour le BRCA1 à partir de 40 ans et que le dépistage est recommandé pour les patients porteurs de la mutation BRCA2 à partir de 40 ans. Pour la classification du cancer de la prostate, si on utilise la classification TNM, T pour tumeur, N pour ganglion, M pour métastase, eh bien, pour le T1 et le T2, c'est lorsque le cancer de la prostate est localisé au niveau de la glande prostatique. T3, c'est lorsqu'il commence à avoir un envahissement du tissu au pourtour de la prostate, donc du gros pourtour de la prostate ou des vésicules séminales. T4, c'est lorsqu'il y a un envahissement des organes au pourtour comme la vessie. N, donc, ça va être positif s'il y a une présence de métastase dans les ganglions. M, c'est positif lorsqu'il y a une présence de métastase, notamment dans les os. Donc, le site le plus fréquent de métastase pour le cancer de la prostate, c'est au niveau des os, mais il peut se présenter aussi au niveau des poumons ou du foie. La classification du niveau de risque, donc, c'est passablement important pour la décision thérapeutique qu'on va prendre chez un patient qui est atteint du cancer de la prostate. Donc, c'est séparé en faible risque, risque intermédiaire et risque élevé. C'est principalement sur le score de Gleason. Le score de Gleason, c'est un score que le pathologiste va donner lorsqu'il analyse les lames de biopsie au microscope. Il va donner un score de Gleason de 6 à 10 sur 10. 6, c'est faible risque. 7, c'est risque intermédiaire. 8, 9, 10, c'est haut risque. Donc, ça ressemble à ça. En ce qui concerne le traitement, eh bien, pour un cancer de la prostate qui est localisé, on peut y aller avec la surveillance active. On peut y aller avec la chirurgie. On appelle ça la prostatectomie radicale, que ce soit par voie ouverte ou avec le robot. On peut y aller aussi avec la radiothérapie, que ce soit par voie externe et par brachythérapie. Donc, on va développer ces différentes options-là dans les prochaines diapos. Lorsque le cancer de la prostate est métastatique, donc lorsqu'il y a du cancer qui est rendu dans d'autres organes, on peut y aller avec un traitement qu'on appelle hormonothérapie, donc qui consiste à une injection d'un médicament au niveau de l'abdomen qui se fait aux 3 à 4 mois, règle générale. Les effets secondaires de ce traitement-là peuvent comprendre de la fatigue, dysfonction érectile, prise de poids, bouffée de chaleur. Donc, on appelle ça un peu la ménopause de l'homme en tant que tel, étant donné que le but de l'hormonothérapie, c'est de faire chuter la testostérone à 0. Les autres options de traitement pour un cancer métastatique, il y a bien la chimiothérapie, qui est le traitement conventionnel avec le taxotere. Mais maintenant, il y a des nouvelles études qui ont été faites pour des nouveaux traitements systémiques tels que la biratérone et l'enzalutamide. Puis ça, c'est des traitements sous forme de comprimés qu'on peut prendre par voie orale.
Donc, pour un cancer de la prostate localisé, donc il y a différentes options de traitement qu'on mentionnait précédemment, comme la surveillance active. Donc, ce qu'il faut comprendre, la surveillance active, c'est uniquement les patients à faible risque. Et il y a certains critères bien définis dont je vais vous épargner les détails ce soir, mais en général, les cancers de faible risque là, qui sont candidats pour la surveillance. Là, ça consiste à quoi la surveillance? Donc, on doit répéter les biopsies de la prostate aux 2 ans, puis un suivi en clinique avec un dosage de l'APS et un toucher rectal aux 6 mois. S'il y a une progression ou toute forme de problème, donc il peut y avoir une intervention qui est faite, que ce soit avec la chirurgie ou la radiothérapie. On parle d'environ 30 des gens qui vont avoir une progression. Donc, c'est quoi le but de la surveillance active? Dans le fond, c'est d'éviter le surtraitement. Donc, un cancer de la prostate de faible risque pourrait potentiellement ne jamais donner de problème à un patient durant sa vie. Donc, le but, c'est d'éviter de faire un traitement qui pourrait donner des problèmes. Donc, avec des complications, que ce soit dysfonction érectile ou incontinence. Donc c'est ça. Puis, si jamais il y a progression, bien, le traitement peut être fait à ce moment-là. Puis, il va avoir donné plusieurs années potentiellement de bonne qualité de vie aux patients entre-temps. Donc, si on regarde au niveau de la chirurgie, eh bien, comme on voit ici sur l'image, le but de l'opération, c'est d'enlever la prostate et par la suite de reconnecter la vessie à l'urètre. Donc, l'opération se fait sous anesthésie, donc le patient est endormi. Ça dure à peu près 2 à 3 heures. On voit ici un exemple de l'incision typique, là, qui est environ sur une douzaine de centimètres, et l'incision se fait au niveau du bas-ventre. Donc, le patient reste habituellement 2 ou 3 jours à l'hôpital. Les complications potentielles, donc étant donné que les nerfs de l'érection sont tout juste à côté de la prostate, sont juste en postérolatéral de la prostate, donc il y a possibilité de les toucher pendant l'intervention. Donc, on parle d'un potentiel d'environ 50 de problèmes érectiles. Au niveau de l'incontinence, bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après l'opération, la sonde est laissée en place au niveau de l'urètre, au niveau du pénis pendant 2 semaines. Lorsqu'on retire la sonde, bien, la majorité des patients ils ont des pertes d'urine. La majorité des patients, ça rentre dans l'ordre à l'aide des exercices de Kegel. Mais il y a peut-être un 5 à 10 des patients qui ont encore des pertes d'urine 1 an après l'opération. Donc, lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils bougent, ils vont avoir des petites pertes d'urine. Donc, ça, c'est l'opération qui est faite par voie ouverte, mais maintenant, depuis les années 2000, il y a l'opération qui peut être effectuée à l'aide du robot. Donc, le robot qui a quand même un coût d'acquisition assez élevé à 3 millions de dollars, puis un coût annuel d'environ peut-être 2 à 300 000 là, de frais récurrents. Mais ça, le robot, c'est quand même une grosse controverse. Donc, au même titre que le dépistage était controversé, le robot dans la communauté des urologues, c'est très controversé, étant donné qu'il y a plusieurs études contradictoires. En règle générale, ceux qui font du robot vont avoir des études plus positives pour le robot et vice-versa pour les gens qui sont plus habitués avec la chirurgie ouverte. Mais si on regarde toutes les études en général, il n'y a pas d'avantage qui a été noté au niveau du cancer, au niveau de l'incontinence et au niveau de la dysfonction érectile. Donc, pour les 3 points principaux, il n'y a pas d'avantage du robot en tant que tel. Les avantages potentiels seraient plus au niveau des pertes sanguines ou de la durée d'hospitalisation. Donc, on est encore en train de se poser des questions par rapport au robot, mais possiblement qu'on va devenir encore meilleur avec les années, étant donné que ça fait uniquement quelques années qu'on a le robot et que la chirurgie ouverte, ça fait depuis le début des années 1900 qu'on effectue cette opération. Donc, juste pour voir, pour le robot, c'est pas le robot qui fait l'opération, là, c'est vraiment le chirurgien qui utilise le robot pour faire l'opération. Donc, le chirurgien est assis là, à la console qui peut être placée dans un coin là, de la salle d'opération, et puis il contrôle les bras du robot qui tiennent les instruments et la caméra. Donc, il y a une infirmière habituellement et un assistant qui est près du patient. Puis, le chirurgien peut voir en 3D puis contrôler les bras du robot et procéder à l'intervention à ce moment-là. Si on regarde une autre option de traitement, eh bien, la radiothérapie, les techniques sont la radiothérapie par voie externe ou par brachythérapie. Donc, la radiothérapie externe, c'est la radiothérapie conventionnelle où c'est des rayons qui vont être administrés, qui vont passer à travers la peau et qui vont aller atteindre la prostate, donc aller brûler à ce moment-là la prostate. C'est des traitements qui peuvent durer entre 4 à 6 semaines, qui se font à chaque jour du lundi au vendredi. Maintenant, la nouvelle technique qui est effectuée, c'est la brachythérapie ou le synonyme qui est la curie-thérapie. Donc, la brachythérapie, c'est on va aller, en passant par voie transrectale, on va aller placer des implants directement dans la prostate ou des cathéters directement dans la prostate pour aller
administrer les traitements de radiothérapie, donc potentiellement avoir moins d'effets secondaires sur les organes au pourtour. Tout ça pour dire qu'en général, la radiothérapie a somme toute un taux de complication qui va être similaire avec la chirurgie. Donc, si on regarde la dysfonction érectile, l'incontinence urinaire, ça va être des chiffres qui vont être comparables, uniquement que les complications après la radiothérapie vont arriver progressivement avec les années, donc peuvent se présenter 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans après la radiothérapie, alors qu'après la chirurgie, les complications se présentent immédiatement après l'intervention. Donc, comment on fait pour démêler et choisir quel traitement qu'on utilise pour le cancer de la prostate? Eh bien, il y a différents facteurs qui sont utilisés, donc, dont la prise de sang, donc le taux d'APS, le stade TNM, le niveau de risque, faible risque, c'est un risque intermédiaire, risque élevé. Aussi l'âge du patient, les comorbidités, donc les autres maladies que le patient a, et aussi la préférence du patient. Donc, il y a quand même une discussion qui a lieu avec le patient, puis on prend une décision selon tous ces facteurs. Donc, en conclusion, le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Un dépistage est suggéré entre 55 et 69 ans avec l'utilisation de l'APS et du toucher rectal. Ça peut être fait plus tôt s'il y a une mutation génétique comme le BRCA. Donc, on parlait BRCA1, on peut considérer à partir de 40 ans le dépistage, puis BRCA2, on recommande le dépistage à partir de 40 ans. Le diagnostic se fait à l'aide de biopsie prostatique transrectale. Puis les options de traitement incluent la surveillance active, mais vraiment pour le faible risque. Les autres options, surtout pour les risques intermédiaires élevés, donc la chirurgie avec la prostatectomie radicale ou la radiothérapie. Merci.